Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Pour rappeler un peu le concept du podcast, je vais à la rencontre d'entrepreneurs de tous les horizons pour mettre en avant leur parcours, leurs histoires et leur business. Je m'appelle François Allais, j'ai créé ce podcast en décembre 2017, il y a bientôt 3 ans. Il est disponible aussi bien ici sur YouTube que sur toutes les plateformes audio de podcast, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Et aujourd'hui, pour ce 25e épisode, j'ai reçu à distance Nicolas Sabatier, cofondateur de Time for the Planet. Vous ne connaissez peut-être pas encore Time for the Planet, mais c'est une initiative qui rassemble 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises luttant contre le réchauffement climatique. Plus qu'une initiative, c'est une société à but non lucratif où tout le monde peut devenir associé à partir de 1 euro. Aujourd'hui, plus de 1900 personnes ont rejoint le mouvement. Dans cet épisode, on a parlé de son parcours, de la création de colonies de vacances éducatives à Time for the Planet, de Social Business, un modèle de business créé par Mohamed Younous, des principes de l'entreprise libérée, de créer une communication virale et de réunir plus de 490 000 euros en quelques mois seulement, et bien évidemment d'environnement et de développement durable. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à laisser un like, une note sur Apple Podcast et même à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera très plaisir. Moi, je vous souhaite une très bonne écoute et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir à distance Nicolas Sabatier. Salut Nicolas. Salut François. Tu es le cofondateur de Time for the Planet, qui est une société à but non lucratif qui crée et finance des entreprises luttant à l'échelle mondiale contre le dérèglement climatique. C'est une initiative qui est assez récente puisqu'elle n'a que 6 mois, je crois. Donc dans cet épisode, on va parler de toi, de ton expérience, des projets que tu as lancés, de social business, d'environnement, de tous ces sujets extrêmement intéressants, extrêmement d'actualité. Et puis on va commencer par ton parcours. Et ma première question, ça va être quel a été ton parcours avant d'entreprendre? Yes. Donc du coup, il s'est fait très tard. J'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie. Il y a un truc que je trouvais beau, c'était rendre les gens heureux. C'est con, mais voilà. Et donc j'ai voulu être footballeur professionnel, mais j'étais nul au foot. Mais du coup, je me cachais derrière ça pas mal de temps. Et résultat, arrivé au lycée, je savais toujours pas vraiment ce que je voulais faire. Le seul truc que je savais, c'est que les trucs comme médecine ou école de commerce ne m'intéressaient pas du tout. C'était pas un endroit où je pourrais rendre les gens heureux. Je pourrais les sauver peut-être un peu. Et un peu par hasard, je suis arrivé dans le droit. Et donc, j'ai fait du droit en me jurant de jamais rien apprendre par cœur dans le code civil. C'était l'image que j'en avais. J'ai eu une master en droit sans quasiment rien apprendre par cœur. Euh, et puis donc, je fais des études de droit. J'ai voulu partir dans la magistrature. J'y suis pas allé au dernier moment. Il s'est passé des trucs chouettes que j'ai découvert. J'ai découvert l'animation. On en reviendra. Je me fais un petit truc parce que ça recollera tout à l'heure. Ouais. Et je suis resté. Et là, je me suis dit non, je veux vraiment pas aller dans la sphère marchande. Et j'ai commencé à m'intéresser à tout le secteur associatif et à l'humanitaire. J'ai failli aller faire donc un master 2 spécialisé dans l'humanitaire, la gestion d'équipe, gestion de projet. Et puis finalement, je fais un master plus généraliste à la gestion d'entreprise à l'IAE qui était réservé à que des gens qui n'avaient pas fait d'économie ou de gestion. Donc, on se Mhm. retrouve avec des archéologues, des biologistes, des ingénieurs, des juristes. C'est super drôle parce que tu te rends compte à Vraiment. quel point le même problème, personne ne l'aborde sous le même angle. Mais du coup, il y a une richesse dans les propositions des solutions qui est vraiment fantastique. Donc, c'est ça le parcours. Et la conclusion de ces études, c'est que je ne savais toujours pas vraiment ce que je voulais faire. Et par hasard, on m'a mis en relation avec Mehdi Colli, donc tout mon parcours est pas mal lié à lui, qui est aujourd'hui aussi cofondateur de Time for the Planet. Mhm. Et on s'est rencontrés. Et pour moi, à l'époque, tu vois, la sphère marchande, donc les entreprises, c'était ce qui créait des injustices et ce qui créait de la pollution. Donc exactement l'inverse de mes valeurs, à savoir rendre les gens heureux. Donc là, c'est des choses qui rendaient les gens malheureux. Et puis, j'ai fait comme Candide. Je suis sorti un petit peu de ma bulle. J'ai expérimenté beaucoup de choses et je pense qu'on va en parler. Mhm. Et donc, en fait, je suis entrepreneur depuis que je suis sorti de mes études. Ok, donc l'entrepreneuriat est venu finalement assez naturellement, quoi. C'était pas du tout Ah, prémédité. non, mais alors certainement pas. Si tu as mis un truc que je me serais dit jamais je l'aurais fait, peut-être en plus de médecine et puis commerce, c'était monter une entreprise. Impensable à l'époque. Très bien. Et donc, forcément, on va s'intéresser à ta première expérience de boîte liée au social business, qui est Ouais, Vitacolo, que tu as cofondé en 2008. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce premier projet? carrément.
L'histoire, elle commence avec une copine. On regarde Ensemble, c'est tout. Je sais pas si ça te parle de Anna Gavalda. Non. Non. En gros, donc c'est un bouquin qui a été adapté, dans lequel il y a des gens qui se connaissent pas, qui deviennent amis. Et la scène de fin du livre, c'est qu'ils achètent un petit restaurant dans un petit village et ils sont heureux. Donc tu vois, on revient encore à Candide et son jardin à la fin. Bah là, et on se dit, ça serait génial, on pourrait finalement créer notre entreprise, on pourrait choisir un petit peu les conditions de travail, on pourrait créer nos propres règles, il y aurait des choses intéressantes à faire. Et là, elle me dit, ah, mais il y a mon pote Mehdi, il veut monter quelque chose dans l'écolo, il faut que je vous mette en contact et tout. Je dis, ok, c'est parti. Donc, le fameux Mehdi me contacte quelques semaines après et il me dit, je te rappelle de nouveau dans 3 mois, ok. Et 3 mois après, on se rencontre, on discute une demi-heure du projet Vitacolo. C'est des colonies de vacances et je vais Mmh. aller dans le détail tout à l'heure sur les spécificités. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'on discute 30 minutes du projet et pendant 3 heures, on refait le monde. Donc de là, une amitié de 12 ans très forte naît. Et ce qui nous anime à ce moment-là, c'est globalement, il y a des colos de riches, des colos de pauvres, donc des colos bien encadrés avec beaucoup de matériel, de top sécurité et tout parfait. Et de l'autre côté, des colos plutôt où nous on surnomme ça des colos bétail, quand on met plein d'enfants, pas de matos, peu d'animateurs, des choses pas très intéressantes à faire. Et en fait, c'est horrible quoi. Et donc tout le monde dans le secteur, toutes les associations historiques disent bah oui, mais il faut faire de la mixité sociale, il faut mélanger les riches, les pauvres, les classes moyennes. Et il faut aussi favoriser l'accès au colo pour les enfants en situation de handicap. Donc on constate que c'est le discours utilisé depuis pas mal de temps. Et puis en même temps, bah, nous, pour être aussi dans le milieu de l'animation depuis pas mal d'années, on a du mal à voir ce qu'elles font en plus de parler. Alors je vais beaucoup caricaturer, hein, pas tout le Vas-y. monde qui fait ça, mais c'était quand même le ressenti pour avoir travaillé pour pas mal d'organismes. Et donc, Mehdi, il dit, bon, bah, on va créer un organisme, quoi. On va essayer de faire cette fameuse mixité sociale et cet accueil pour les enfants en situation de handicap. Moi, j'ai amené une expérience associative dans laquelle j'avais été assez traumatisé des subventions qui disparaissent et Mmh. qui mettent en péril tout le projet. Donc, le loyer pour ton local et puis les salaires des permanents. Et on s'est retrouvé des fois à faire quasiment la quête quoi, pour trouver de l'argent pour financer tout ça. C'était un mini traumatisme et je dis à Mehdi, je dis ok, on y va, mais on va essayer de voir si on peut entreprendre pour amener une plus-value sociétale, donc à savoir favoriser l'accès au colo, mais en ayant une activité économique autonome. C'est-à-dire que le fait de pouvoir se débrouiller tout seul, d'être soumis à aucune subvention privée ou publique, assurer notre indépendance politique, et on pouvait vraiment dire on fait ce qu'on veut. Et à travers ça, eh ben, il fallait voir comment on pouvait financer les aides au départ pour les classes moyennes, pour les Mmh. enfants en situation de handicap et aussi pour les familles nombreuses. Et donc, tout le monde nous disait, bah, c'est pas possible. Et donc, forcément, ça nous a tiqué, ça nous a fait chauffer. Et donc, on s'est dit, bah, on va essayer. On va essayer de voir s'il est possible d'entreprendre, non pas pour rouler en Porsche. On n'a rien contre les gens qui roulent en Porsche, mais c'est pas notre trip. Mais bien pour amener une plus-value à la société. Donc. Et ça a duré, l'asso existe toujours, elle a 12 ans. Et au bout de 7 ans, quand moi je suis parti, on avait autofinancé plus de 200 000 euros d'aide au départ. OK. Et donc ça, c'est un petit peu les bases du social business. On est tombé au cours de notre parcours sur un bouquin de Muhammad Yunus, qui a Mmh. été prix Nobel de la paix en 2005-2006, pour avoir inventé le microcrédit au Mmh. Bangladesh. Et en considérant finalement que si on sort les gens de la pauvreté, on réduit les risques de guerre. Et donc c'est à ce titre qu'il a eu le prix Nobel. Et il écrit ce bouquin qui s'appelle Vers un nouveau capitalisme. Et il y a une des premières phrases qui nous marque à l'époque, c'est de se dire, aujourd'hui, si on veut agir, il y a les associations, les ONG, il y a les sociétés commerciales, il y a les institutions publiques, l'État, les collectivités. Et en fait, elles ont tous leurs forces et leurs limites dans leurs moyens d'action. Et il dit, on pourrait peut-être créer une quatrième force d'action, ce serait une société commerciale à but non lucratif, qui se crée donc pour résoudre un problème. Et donc forcément, ça nous fait un écho de fou. On se dit, waouh, on a appliqué un truc qu'un penseur de renommée mondiale a théorisé. Et donc, on était encore plus convaincus que c'était possible. Et voilà, donc ça donne la pêche. Tu dis, waouh, on peut Ouais, changer le monde en faisant c'est des clair, entreprises. c'est clair. OK. Et quel bilan tu tires justement de cette expérience? Tu es resté 7 ans, sur ce projet. Heu, Ouais. Qu'est-ce que tu en as tiré?
Qu'est-ce qu'on en a tiré? Alors déjà, quand tu as 23 ans, que tu montes une entreprise et que tu récupères les enfants, donc à peu près ce qu'il y a de plus cher au monde pour des parents, c'est une énorme responsabilité dont on ne se rendait pas trop compte parce que nous, on avait l'habitude en fait de faire ça, mais avec le recul, on se dit, il fallait pas se planter, quoi. Fallait pas faire C'est de clair. conneries, fallait pas que ça se passe mal parce qu'on pouvait être mort, mort pour beaucoup de choses dans la suite. On a énormément appris à faire de la gestion de projet normal, mais de la gestion humaine aussi. Mm. Ça représentait 250 saisonniers les étés, plus de 1000 enfants sur les grosses années qui partaient, bon, alors sur un mois et demi, hein, mais et donc forcément, qui dit plein d'humains concentrés au même endroit, dit aussi plein de problématiques humaines, de tensions, de prise de C'est bec. sûr, surtout Et des on enfants. a, ouais, alors non, pour le coup, Non? c'est pas les pires. Les adultes adorent s'engueuler pour rien, et c'était beaucoup, beaucoup plus problématique. Ok. Et en fait, du coup, on a énormément appris dans la gestion de groupe, dans la gestion de conflits, dans la médiation. Du coup, on a une compréhension de l'humain assez folle. En fait, ça nous passionne, donc ça nous a beaucoup aussi aidé à nous mettre là-dedans. Et puis surtout à résoudre des problèmes. C'est des problèmes dans des colos, tu imagines bien qu'il y en a énormément aussi, et de toutes sortes. Et donc, en fait, il y a un problème, il faut le régler. Et donc, on a appris ça. Ça a été une espèce d'automatisme, alors qu'avant, peut-être que, en tout cas pour moi, je pouvais être plus dans la critique de dire ah, mais il y a un problème, donc c'est Mm. nul, c'est pas bien. Puis en fait, ça sert à rien de dire il y a un problème et de pas agir. Et moi, c'est vraiment ça que j'ai découvert à travers l'entrepreneuriat et encore plus avec les colos. Beaucoup de formation aussi, de pédagogie. Donc forcément, il faut que tu formes 150 personnes par an à tes spécificités. Donc, apprendre à parler en public, à renforcer des discours, à s'adapter, parce que quand tu dois expliquer des trucs compliqués à des gens qui sont là sur un court temps, comment tu fais? Tu as des Mm. choix à faire tout le temps, tout le temps. Donc, on a appris tout ça, tout ça, tout ça. Beaucoup Ok. d'administratifs aussi. Ouais, Comment forcément. tu fais des fiches de paye pour 250 personnes quand tu n'as jamais vu une fiche de paye de ta vie quasiment. Enfin, si, Ouais. on avait été salarié quand on était étudiant, mais on ne savait pas lire une fiche de paye. Et là, on Ok. avait inventé notre propre logiciel de paye. Il y a beaucoup de comptables dans le temps depuis qui nous ont dit vous êtes fous, qui hallucinaient. On faisait 250 fiches de paye en une demi-heure, quoi. Ok. Putain. Et donc, on est devenus des pros de la macro Excel. Pareil, on était très mauvais. Mehdi est devenu un des meilleurs référenceurs de France, alors que quand je l'ai rencontré, il ne savait même pas ce que c'était qu'un forum Internet. Ok. Donc, si je retiens beaucoup de choses de ce que c'était que Vitacolo, c'était on ne sait pas comment on va faire, mais on va y arriver. Et tous les gens qui nous disaient que ce n'est pas possible, on a réussi. Et donc, on a réussi à être autonome financièrement, indépendant, à financer des aides et ouais, à contribuer à une petite échelle. On n'était pas gigantesque non plus, mais à aider des gamins à partir en colo et à faire du mieux vivre ensemble et de l'inclusion. Ok. Donc un super premier projet qui vous a permis d'apprendre beaucoup de choses finalement. C'est exactement ça, ouais, apprendre beaucoup et puis après nous donner le goût à se dire, il faut qu'on fasse des trucs encore plus fous. Et dès le début de l'aventure, on se dit, mais peut-être qu'on pourrait utiliser les outils capitalistes pour, à savoir la création d'entreprises, Mm. l'argent, pour créer une sorte de holding, une société mère qui crée des filiales. Chaque filiale, elle aurait pour mission de sortir des gens de la précarité. Et en fait, on pourrait mesurer le résultat et l'impact de ces entreprises et donc du groupe au nombre de personnes sorties de la rue tous les ans, quoi. Mm. Et en fait, on détournait un peu ce qu'on nous dit ce qu'est le capitalisme, et on Mm. détournait un petit peu sa finalité. Encore que maintenant, on a plutôt tendance à se dire le capitalisme est un outil, et au même titre qu'un marteau avec lequel tu peux soit taper la tête de ton voisin et lui piquer sa maison, soit construire ton propre toit, et ben en Exactement. fait, c'est un outil dont on peut faire à peu près ce qu'on veut. Et nous, maintenant, c'est vraiment ce qu'on s'amuse à faire, c'est à utiliser l'entrepreneuriat, inventer des nouvelles règles qui nous conviennent mieux dans le monde qu'on veut. Et ça, on se régale. Un petit côté pirate. C'est bien ça, c'est bien. Suite à ça, du coup, ta deuxième expérience en 2015, tu as ouvert du coup le bar où tu te situes aujourd'hui. Il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est selon les principes de l'entreprise libérée. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces principes?
Ouais, carrément. Euh, donc juste pendant Vitacolo, pour expliquer un peu la transition, comment Ouais. j'ai changé, déjà depuis le départ, on s'était dit, si on crée une structure à but non lucratif, il faut qu'on la fasse sortir de terre. On sera salarié pas mal d'années, le temps vraiment de créer une culture d'entreprise, mais il faut que dès le début, on soit dans l'idée de la transmettre. Alors comme c'était sous format associatif, il n'y avait aucun enjeu financier sur ça, mais disons qu'au niveau de l'enjeu de pouvoir, dès le départ, il a fallu qu'on on donne le pouvoir à d'autres de décider à notre place et de retoquer des initiatives qu'on prenait, etc. Il y avait un petit côté frustrant et en même temps, on se disait, OK, c'est que les gens s'approprient. Et c'est, on pense, une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, l'association fête ses 12 ans, alors que le marché s'est effondré, qu'il y a des Hmm. organismes gros qui existaient avant nous, qui n'existent plus aujourd'hui. Enfin, et donc ça, c'est quelque chose, tu vas voir, qui va beaucoup ressortir dans pourquoi une entreprise libérée ensuite. Ok. Euh, et donc, moi à l'époque, j'étais parti traverser toute la France à pied. J'avais un kiff, c'était de devenir charpentier. Je me suis dit, trop bien, en fait, les deux choses qui comptent dans la vie, c'est de pouvoir manger et avoir un toit. Hmm. Et j'avais hésité entre ces deux métiers. Et je m'étais dit, après Vitacolo, je deviens charpentier. Les compagnons m'avaient pris, mon employeur m'a planté à 1 mois du début de ma formation. Et je me Ok. retrouve sans projet. Et là, apéro entre potes, cliché des trentenaires qui disent venez les gars, on monte un bar. Moi, j'avais du temps. Je commençais à regarder comment on pouvait faire. Et puis un soir, je trouve l'idée. Le lendemain, je suis en panique, je trouve plus rien. Et puis là, le fameux copain Mehdi je lui dis, je comprends pas, il n'y a plus rien. Il me dit, bah, ton idée, tu l'as. Maintenant, il faut que tu te foutes dans la merde. Donc lundi, tu prends ton téléphone, tu appelles des agences, tu visites. Dès que tu as trouvé un lieu, tu fais une offre. Quand tu as ton offre, tu vas chercher un prêt auprès des banques. Quand tu auras le prêt, tu vas voir, il y a tout qui va rouler. Et je t'assure, il n'y a aucune exagération, il n'y a pas de storytelling, rien du tout. J'ai vraiment fait ça. Lundi, j'ai pris. Et le jeudi soir, je savais que le lieu que je visitais le lendemain, j'en ai visité 3-4. Je savais que le lieu que je visitais le vendredi, pour y être déjà allé, c'est celui que je voulais. Et j'ai refait le tour de mes associés, un peu qui mettait combien. Et on a fait une offre la semaine d'après, on a signé. Et en 6 mois, on a ouvert le lieu entre le premier apéro et l'ouverture, sachant que moi, j'ai jamais travaillé de ma vie dans un bar. J'ai appris à servir des bières 1 mois avant d'ouvrir. Ok. Euh, je- voilà, pendant les travaux, le chantier, etc. Moi, j'ai passé mon temps à aller voir entre guillemets mes concurrents pour leur expliquer ce qu'on allait faire, qui j'étais, m'intéresser à eux. Et ils m'ont tous aidé. Tous les bars, restaurants du quartier, ils m'ont tous donné un petit tips, un contact d'un fournisseur, d'un mec qui installe ci, ça. Ah bah viens travailler un soir avec nous, comme ça on te montre comment on fait, etc. etc. Et, et ce fameux que moi maintenant j'appelle un mythe de la concurrence, et ben, enfin, je ne comprends pas vraiment ce qui désigne le mot concurrence parce qu'en réalité, il y a beaucoup, beaucoup d'entraide, moi je trouve, et je pense qu'on a très souvent peur d'aller voir son concurrent parce qu'on se dit, ouais, il va pas m'aimer. Et en fait, ça a surpris beaucoup de gens, cette démarche. Et aujourd'hui, moi, j'adore aider des gens qui veulent monter des entreprises. On le faisait beaucoup aussi à l'époque de Vitacolo, des gens qui voulaient monter des organismes. Ok. On n'a rien à gagner à prendre le temps de faire ça, mais on sait que c'est des aides précieuses. Bref, et donc voilà. Et donc, l'entreprise libérée après. Peut-être tu avais des questions sur ça. Yes. Et ce bar, il est basé où du coup? Alors, on est à Lyon. Ok. Je ne sais pas si tu. Bon, on s'en fout du nom, Tu donc il est peux, à tu Lyon. peux donner une adresse si tu veux Ça s'appelle l'Athénium, c'est pour dans le les quartier Lyonnais. de Saxe-Gambetta. Ok. Ça s'appelle l'Athénium. Et donc, cette fameuse idée, c'était vraiment de se dire, je veux un lieu chaleureux, convivial, où les gens se rencontrent, se mélangent. Et en même temps, c'est censé être la raison d'être d'un bar, et c'est assez rare. Et donc, on a rajouté une dimension ludique. Il y a des petits jeux de société qui permettent de faire brise-glace. Et il y a des gens qui viennent tout seuls, qui du coup sont intégrés à des tables. Il y a des gens qui se rencontrent. Il y a des gens qui sont devenus amis. Il y a des potes. Il y a des gens qui se sont mis en couple. Et il y a une ambiance assez atypique. Alors, ça ne veut pas dire que tu es obligé de te mélanger avec des gens, hein, loin de là. Mais par contre, ça crée vraiment une atmosphère assez particulière. Vraiment un esprit de taverne, quoi. Bar à bière, on vient, on mange, on bouffe, on tape dans l'épaule de son voisin, on lui lance des dés et puis on rit très fort. Et voilà, ça, on a réussi à le créer. Ok, donc un lieu chaleureux quoi. Bah, c'était le but, ouais. Mais il suffit pas de le dire, il y a plein de petits Ah, c'est détails clair. qui créent C'est ça. clair. Et donc, Ça se travaille, quoi. cette entreprise libérée, du coup, comment elle fonctionne? Ouais. Et ben en fait, tout d'un coup, donc là, je vole de mes propres ailes. Mon copain Mehdi, il monte ses entreprises de son côté. Et donc là, c'est moi le patron. Et je me dis, waouh,
là, je suis tout seul, je monte un truc, donc j'apprends mon métier. Et en même temps, je savais que j'avais envie d'aller faire d'autres choses, dont cette espèce de projet qu'on appelait la pieuvre avec Mehdi ou le fraisier. Et un jour, on le ferait. Et donc, je me dis, bon, qu'est-ce qui se fait classiquement dans la restauration? C'est que tu mets un gérant, donc un mini-chef, un sous-chef, qui gère les autres personnes. Et puis moi, j'ai une mentalité très anarchiste dans le sens où j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. J'ai l'impression d'être infantilisé et j'ai une réaction épidermique. Tu vois. Et je me dis, punaise, mais je suis en train de préparer un truc qui est à l'opposé de mes valeurs. Donc, je rentre en dissonance et je me dis, comment je règle cette dissonance, quoi? Comment je me réaligne? Et là, un peu par hasard, je découvre les entreprises libérées. Donc, si je le résume pour tes auditeurs, en gros, c'est un système organisationnel, managérial, dans lequel on arrête de prendre les travailleurs comme des enfants à surveiller, mais comme des adultes autonomes et responsables. Ce qui fait que dans les grands principes, on enlève les contrôles, on enlève la hiérarchie, on fait confiance et on est transparent. C'est un peu les cas de projet. Concrètement, comment ça s'illustre? Par exemple, ils ont les 2 cartes bleues de l'entreprise et je m'en sers tellement peu que quand j'en ai besoin, je suis obligé de leur redemander le code parce que je l'oublie tellement je m'en sers peu. Alors Ok. là, les gens me disent tout le temps: «Ouais, mais alors du coup, tu contrôles, ils ont un budget». Je dis: «Ah non, il y a vraiment un truc que j'aime pas, c'est contrôler». Je fais confiance sur le fait que ce qu'ils vont acheter va être utile et puis je leur accorde aussi le droit de se tromper. Hmm. Et puis voilà, ils ont aucun intérêt à dépenser pour dépenser. Enfin, ça n'a C'est aucun clair. sens. Et on me dit tout le temps, du coup, ah ouais, mais alors imagine, ils achètent une voiture, quoi. Je dis, alors de un, mon premier réflexe, ce serait de leur demander pourquoi ils achètent une voiture, donc de vérifier que ça répond ou non à un besoin. S'ils l'ont fait, c'est qu'il y a quand même de grandes chances que ça réponde à un besoin que j'ai pas identifié. Donc finalement, c'est eux qui travaillent. Et donc, si ça les aide dans leur travail, autant qu'ils le fassent. Et puis de deux, si c'est pas le cas et qu'il y a eu une connerie, en fait, et que ça met l'entreprise en danger, on revend la voiture, tout simplement. Et le problème, il est réglé. Donc, c'est une des raisons de ne pas contrôler, c'est déjà d'arriver à imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer mal et si ça se passe mal, est-ce que c'est dangereux et si c'est dangereux, comment on peut trouver une solution. Donc, une fois que tu as identifié qu'en fait, il n'y a pas de problème, tu peux faire confiance. Et en termes de regard qu'on me porte, que me porte mon employeur, c'est fou tout ce que ça change. Euh, on fait pas, alors c'est assez rare, enfin bon, pareil, ils choisissent leur salaire. Ok. Donc là aussi, on me dit tout le temps, ah, mais alors du coup, je viens chez toi, je vais demander 5 000 euros. Je dis, bah écoute, déjà, le truc, c'est que tu vas pas demander à moi, tu vas demander à tous tes collègues. Donc, eux qui sont à 1 500, 1 600, pourquoi pas, hein, mais bon, voilà. On va dire qu'ils sont OK, ça peut arriver. C'est-à-dire que si tu arrives à démontrer en quoi ton expérience et ce que tu peux apporter au projet et s'ils sont OK pour qu'il y ait un tel décalage, à la limite, ouais, on y va. Et le but ensuite, c'est d'aller trouver le modèle économique pour permettre ça, quoi. Peut-être que tu es effectivement un super mixologue et que tu vas nous faire des cocktails de fou et qu'on va pouvoir te payer ce prix-là, quoi. Mais bon, voilà, rien que quand je te raconte cette histoire, tu Hmm. sens qu'il y a beaucoup de si et que c'est pareil. Il y a dans notre quartier, enfin pour un petit bar de quartier comme nous, être un serveur à 5 000 balles, ça n'existe pas. Donc, Bah non, c'est clair. il y a une cohérence aussi. Par contre, voilà, il y a les critères, en fait, ils sont très simples. C'est euh, ton ancienneté, ta formation et donc ta compétence dans ce domaine qui est valorisable finalement. Ton ancienneté, la compétence, et puis, mince, j'ai oublié le dernier. Euh, c'est horrible. J'ai un trou. Tant pis, ça me reviendra, j'en suis sûr. Donc, c'est comme Pas ça grave. que les salaires sont fixés. Ah oui, si, et ton expérience dans la profession. Ouais, ok. Donc, en fonction de ces 3 critères-là, et ben voilà, ça fonctionne. La transparence vient, c'est-à-dire que tout le monde sait ce que gagne tout le monde, moi Hmm. compris, ils connaissent mon salaire. On en parle de tout ça. À la fin de l'année, ils ont un mini cours de compta. Quand on a fait le bilan, on leur explique voilà, le résultat de l'année, comment ça se passe, quelles sont nos dettes, etc., comment tout fonctionne. Et on choisit de répartir le bénéfice aussi avec eux. En fait, entre ce que eux vont avoir, ce qu'on va garder dans l'entreprise pour investir et puis ce qu'on va distribuer aux associés. Alors, sachant qu'on n'a jamais rien distribué pour le moment, ce n'est pas du tout la priorité. La priorité, c'est vraiment de sécuriser, donc de réinvestir D'investir tout dans le le bar. temps. Exactement.
Donc, ça simplifie aussi beaucoup de choses. Et comme du coup, l'équipe travaille dans un climat assez sain, eh ben, il y a très peu de turnover. En fait, les gens se sentent bien. Bah Sachant ouais, même tu que quand m'étonnes. ils arrivent, on prépare leur départ. Dès le recrutement, on leur dit, voilà, tu vas arriver ici. Mon but, tu vois, réalignement, mon but, c'est que quand tu partes de chez moi, tu montes ton propre bar et tu te prennes encore plus soin des gens qui travailleront avec toi que ce que tu as pu vivre ici. Donc ça, c'est un beau challenge et ça permet en fait déjà, de jouer à fond sur la transparence parce que tu veux apprendre la compta, tu veux apprendre l'administratif, vas-y, viens, je t'apprends. Donc ça crée aussi des sentiments de formation. Et chez nous, donc je disais, il y a un des critères du salaire, c'est sur le niveau de responsabilité. En fait, Mhm. il y a 9 pôles de responsabilité et c'est pas des chefs, c'est-à-dire qu'il y en a un qui gère un pôle à chaque fois. Et sa mission, sa raison d'être, c'est de prendre des initiatives dans ce domaine, que ce soit par exemple le bar ou la cuisine ou l'animation du lieu. Il doit pousser, il doit proposer, il doit animer. Et à côté de ça, du coup, il peut avoir des aspirants, des gens qui, par exemple, quelqu'un qui est en cuisine mais qui s'intéresse à la bière, il va être aspirant bar. Et comme ça, la personne responsable bar, si elle a besoin de confronter son idée à d'autres pour réfléchir à plusieurs, et elle a Mhm. aussi des personnes ressources. Ce qu'on a voulu éviter, enfin ce que j'ai voulu éviter, moi j'étais traumatisé des réunions où tout le monde donne son avis, même des gens pas compétents dans ce domaine, et je m'inclus dedans, hein, des fois on me donnait mon avis, je n'en savais rien, mais parce qu'on me le demande, je le donnais. Et c'était con. Et du coup, souvent, tu arrives à des espèces de compromis, des consensus mous, des trucs qui excitent personne, quoi, au final. Et c'est nul. Et donc, autant qu'il y ait quelqu'un qui prenne des choix très tranchés, quitte à faire des conneries de temps en temps, C'est clair. mais au moins qui s'envoie du rêve, quoi, tu vois. Mhm. Donc, il y a ce système-là qui fonctionne dans notre entreprise libérée. Et donc, on dit, c'est pas des responsables, c'est pas des chefs, c'est des responsables. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour dire oui, non, on fait pas. Ils sont juste là pour pousser, proposer, animer, prendre les initiatives. Et, et derrière, tout le monde se réaligne derrière parce qu'on se fait confiance, en fait, tout simplement. Ok, Et s'il y en a un qui pète toute cette confiance, il brise des codes et puis en fait, il trouve très rapidement pas sa place dans le groupe et soit il part, soit il finit par se faire écarter, quoi. ok. Bah, moi, je trouve ça génial comme mode de fonctionnement. C'est vrai que je ne connaissais pas tellement. Et comment, enfin, c'est quoi les réactions justement des gens qui postulent dans ce bar ou qui travaillent dans ce bar vis-à-vis de ça en fait? Parce que c'est un secteur quand même, je pense, ce mode de fonctionnement est assez rare, non? Et puis même sur la transparence des Ouais, salaires, enfin, c'est quand même l'argent est quelque chose de tabou en France, ouais. ça c'est sûr. Donc c'est quoi les réactions en fait des gens qui sont à l'intérieur? C'est alors c'est très très rare. Alors des gens de l'extérieur, ils le voient pas trop parce que tu peux Mmh. pas savoir comment est organisé un management. Mais du coup, on a dédié tout un mur du bar où on explique tout ce fonctionnement. Donc de temps en temps, ça suscite des questions et Mmh. donc beaucoup d'étonnement. Donc on prend le temps de répondre. On adore ça. Là, il y a une personne qui va faire sa thèse et qui va nous filmer et nous enregistrer pendant 1 an pour voir dans Génial. ce type d'entreprise quelle est l'influence. Elle est linguiste. Quelle est l'influence sur les échanges et les rapports verbaux en fait entre les gens qui travaillent. On a une personne qui travaille ici pour te dire, je pense que ça illustre bien une personne qui est arrivée chez nous par un confrère, elle cherchait quelqu'un de bien, il dit ah mais elle, je pense que ça lui plairait de travailler chez toi. Et ok, elle arrive et en fait, elle fait ça depuis qu'elle a 16 ans. Elle avait 23 ans à l'époque. Mmh. Et elle nous dit, moi, je veux arrêter ce métier. Là, je veux juste un truc, 3 mois, un temps partiel. Je veux faire un bilan de compétences et je veux faire autre chose. Alors moi, ça m'emmerdait. Je cherchais un temps plein, plutôt quelqu'un qui se pose dans la durée. Je me dis, bon, ok. Donc, je lui explique tout le truc. Et j'ai su plus tard par sa copine que quand elle est rentrée chez elle, elle a dit, il y a un truc bizarre là. Tout ce qu'on m'a décrit, ça a l'air trop bizarre, trop parfait. Je comprends pas. Sa copine lui a foutu une brasse. Elle lui a dit, mais ok, attends, si c'est le truc que tu cherches depuis que tu as 16 ans, eh ben, tu vas y aller, tu vas voir pendant 1 mois. Et puis, si on s'est foutu de ta gueule, tu te barres. Et puis aujourd'hui, elle a pris plein de responsabilités, elle est à temps plein et ça fait 2 ans et demi qu'elle est là, quoi. Et on est hyper heureux en fait de se dire, moi qui suis pas du métier, j'ai redonné le goût à quelqu'un qui était passionné de ce métier, mais qui a fini à en être dégoûté parce qu'effectivement c'est très dur. Mmh. Et ça, c'est une très grande fierté en tant que patron, du coup, en tant que Ouais, ouais, non, patron c'est clair. anarchiste. C'est ultra significatif, je trouve, du modèle, en fait, que quelqu'un qui a fait plusieurs années dans ce secteur, qui a été dégoûté via ses expériences et qui ensuite découvre ça et ça lui redonne goût à ce métier, enfin, c'est génial.
ça doit te rendre heureux aussi, ce genre de choses. Ah ben à fond. Enfin, tu vois, moi, quand je te disais tout à l'heure, mon rêve dans ma vie, c'était de rendre les gens heureux. Mmh. Bah Bah, oui, c'est parfait. c'est un petit truc, c'est dérisoire à l'échelle du monde, mais par contre, je suis On très va très y fier de on ce genre de truc. va justement parfaite transition, on va en parler à l'échelle du monde, justement de Time for the Planet, bah, justement il faut, faire aussi des choses à grande échelle, bah, notamment pour, tout ce qui est sur, l'environnement dans le monde. Mm. Et ma première question sur Time for the Planet, c'est comment, as-tu rencontré tes associés? Vous êtes 5 associés, c'est ça? Et comment 6 c'est maintenant. 6 maintenant et comment s'est créé, Time for the Planet en fait? Comment ça s'est déroulé? Yes. Donc déjà, on s'est retrouvé avec Mehdi. On s'est posé cette question de waouh, il y a le problème du réchauffement climatique, des notions d'effondrement. Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on se prend une petite maison à la campagne et on se met bien ou on apprend à cultiver ou enfin, c'était ça un peu que tu vois ce qu'on va se prendre dans la gueule, tu as tendance à te dire bon, bah, le mieux qu'il y a à faire, c'est c'est de courber le dos et de se mettre bien. Et puis en fait, lui en rigolant, il nous dit ouais, mais les gars, si on va à la campagne, moi je sais pas planter un clou, je sais pas comment ça pousse une tomate, je suis mort. Donc ça nous a beaucoup fait rire. Et on s'est dit bon bah ok, on va rester se dire avec toi, on va voir ce qu'on sait faire et puis on va voir si on peut en faire quelque chose. Donc ce qu'on savait faire, parce qu'il y en a un troisième effectivement, mais je vais y venir. Mais en gros, on savait créer des entreprises, on savait vraiment les sortir de 0 à 1 que dans des domaines qu'on maîtrisait pas. Parce qu'en parallèle aussi, j'ai monté une houblonnière bio, donc je me suis lancé dans l'agriculture avec d'autres copains. Ouais. Et pareil, on n'a jamais fait ça de notre vie. Et voilà. Et en fait, ce dont on était sûr, c'est que, un, on savait créer des entreprises dans n'importe quel domaine. Elles ont toutes réussi. Alors, elles sont restées toutes petites parce qu'on s'ennuie vite et qu'on a souvent envie de faire d'autres choses aussi, nous. Et à côté de ça, c'est de convaincre des gens, fédérer des gens. Alors, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est vrai que dans tous nos projets, on a toujours eu des grosses communautés de gens qui voulaient aider, soutenir, pousser, et puis ensuite qui faisaient vivre le projet à notre place. Quand je te parlais de notion de transmission, bah, il y a eu beaucoup de ça. Et à travers le bar, c'était ça aussi que j'ai cherché à mettre en place à travers l'entreprise libérée. Il faut que tout le monde soit à l'aise quand il travaille ici, et donc il faut que moi je m'efface et il faut que je donne le pouvoir aux autres. Donc en fait, on s'est dit, OK, ça, c'est les deux trucs qu'on sait très bien faire. On s'est parlé à tout le monde. On s'est parlé aux sphères citoyennes, militantes. On s'est parlé aux entrepreneurs. On s'est parlé à tous ces milieux-là. Et donc ça, c'est une force. Donc il faut qu'on s'en serve. Donc on se dit, il faut qu'on ressorte des cartons le modèle de se dire, on fait une holding qui crée des filiales, qui règle des problèmes. Et on se dit, bah, ça, il faut qu'on le dédie au problème du dérèglement climatique. Il faut que cette holding, sa mission, sa raison d'être, c'est régler le problème du dérèglement climatique. Ou en tout cas, contribuer à régler. Et en fait, on se dit, bon, bah, comment Comment C'est cool de dire ça, mais comment? Eh ben, on va créer des filiales. Chaque filiale devra résoudre un problème. Ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait souvent dans les concours d'entrepreneuriat des ingénieurs, des scientifiques qui inventaient des trucs incroyables. Mais quand ils expliquaient leurs trucs incroyables, c'était pas incroyable du tout dans leurs mots. Alors pareil, je suis désolé, je vais beaucoup caricaturer, mais c'est assez flagrant quand même. Et ce qui se passait, c'est-à-dire que tu vas écouter quelqu'un, il va te parler de tous ces tuyaux, ces systèmes, sa spécificité par rapport à d'autres trucs qui existent. Et tu as du mal à comprendre, à accrocher. Et quand tu vas discuter après à l'apéro dînatoire avec la personne, tu te dis, mais en fait, si j'ai bien compris, hein, mais tu me coupes si je dis des conneries, tu vas utiliser la chaleur pour faire de l'électricité, c'est ça? Oui, exactement. Ah, mais ça, c'est génial. Si tu avais expliqué ton truc comme ça, il y a grande chance que le jury aurait compris et t'aurait fait passer. Et donc, on s'est dit, mais en fait, ces types-là, c'est normal, ils sont câblés pour faire un plan théorique et ensuite l'appliquer. C'est comme quand toi, tu ouvres ta boîte de Lego, tu as ton plan et puis tu vas prendre tes briques et tu vas faire. Et l'entrepreneur, c'est tout l'inverse. Lui, il n'a pas le plan, il n'a que les briques et on lui dit, tu dois faire un château. Alors, il va prendre les briques, il va essayer un truc, ça marche qu'à moitié, il va refaire, ah bah la tour, elle est pas mal, je vais la garder, puis le mur, il est pas, et il va refaire, il va itérer. Alors, et donc on s'est dit, bah, en fait, si on colle ces deux types de façons de penser qui sont très complémentaires, oui, on peut sortir des laboratoires, des techs géniales. Et à côté de ça, on s'est dit, ouais, mais il y a l'urgence, il faut que ça aille vite, là, le problème du dérèglement climatique. On ne peut pas attendre qu'ils montent une petite TPE et puis que donc, il va falloir utiliser de l'argent. L'argent, nous, on le voit comme un moyen, pas comme une finalité.
c'est un moyen d'aller beaucoup plus vite. Parce que tu peux dès le début recruter une grande équipe pendant plusieurs années si tu décides de perdre de l'argent. Et le fait que tu aies une équipe, eh ben, tu vas pouvoir créer un marché beaucoup plus vite ou alors vendre, etc., communiquer. Alors que si tu commences à deux, ça peut mettre beaucoup, beaucoup de temps. Donc ça, c'est un levier qu'on se dit, il faut qu'on l'utilise en tant que time. Et aller chercher de l'argent, ça prend du temps, que ce soit pour le technicien ou que ce soit pour l'entrepreneur. Donc en fait, on se dit, il faut mieux que l'ingénieur se consacre à fond sur sa tech, que l'entrepreneur se consacre à fond sur aller vendre et communiquer. Et donc, il faut que l'argent, il arrive quasiment, ils ont juste à lever la main. Mm. Et donc, on se dit, ça sera ça aussi le boulot de time. Ce sera de trouver les deux premiers et puis de leur amener de l'argent. Et le dernier élément, c'est qu'on croit énormément au génie humain. Et on se dit, mais en fait, finalement, si la boîte, elle se plante, comme on est entrepreneur, on sait qu'on peut planter des boîtes. Hein. Même avec tous des bons éléments, tu peux foirer des trucs. C'est sûr. On se dit, en fait, ça sera du jus de cerveau qui partira à la poubelle. L'innovation, c'est du gâchis. Et donc, on se dit, il faut, là encore, pour aller beaucoup, beaucoup plus vite, il faut qu'il y ait plein de boîtes comme nous qui se montent, qui se montent dans le monde. Comme nous, c'est la filiale. Là, je me positionne au niveau de la filiale. Et de se dire, si les inventeurs inventent un capteur de CO2, par exemple, eh ben, il faut, nous, on pourra peut-être en installer sur 100 entreprises dans le monde, en France en 10 ans. Mais pour régler le problème et avoir un impact, il faut que les 10 000 entreprises dans le monde, les 10 000 usines, elles aient ce truc-là. Et donc, si on utilise l'open source et les licences libres, qu'on donne gratuitement les plans et le droit d'utiliser et de commercialiser ça, on pourra aller beaucoup plus vite. En fait, on va créer nos concurrents. Ouais. Et là, tout de suite, ça paraît débile comme idée parce qu'on se dit, putain, mais ils sont cons, ils vont créer leur concurrence. C'est complètement con. Sauf que notre problème à nous, c'est le dérèglement climatique. Donc, en fait, nos concurrents deviennent nos alliés. Plus ils installent de capteurs, plus on règle le problème. Et ce qui est très, très drôle, et quand je te parlais de l'esprit pirate aussi, c'est qu'en fait, on s'en fiche de pourquoi, la raison, la motivation de pourquoi le mec il va monter son entreprise avec notre tech, qu'il le fasse pour s'acheter un yacht ou pour résoudre le problème. À partir du moment où il le fait, il résout le problème. Donc, on n'a de nouveau pas besoin d'être dans des oppositions de valeurs, etc. C'est fais-le. Et ce qui est très rigolo aussi, enfin, c'est que si tu donnes des licences libres avec le droit de modifier les technologies, la personne qui modifie ta technologie et que tu l'utilises a l'obligation de partager, selon la même type de licence, Ouais. sa technologie et son évolution. Donc en fait, on crée une économie très collaborative et en plus, on arrive à la forcer. Parce que de toute façon, ta tech, elle va être copiée par un gros ou par certains pays. Enfin, tu vois, dans tous les cas, ça se passera. Donc, autant le donner pour que ça aille très, 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 très vite. Et donc, voilà, c'est ça aussi notre petite mentalité de comment on fait. Ok. Et je n'ai pas Donc, parlé de la forme de time, mais si tu veux que j'en parle, je peux en parler. yes, carrément. De la fameuse holding, parce qu'il y a des spécificités. Justement, on va en parler en fait. Donc l'idée de Time for the Planet, c'est de créer plein de business duplicables partout dans le monde sur un principe de justement d'open source, donc rendre ça accessible à n'importe qui finalement, Mhm. pour en fait justement ralentir le réchauffement climatique. C'est ça. C'est toujours cette même contrainte. Hein. L'entrepreneur, en général, il part de problématiques et il se les impose parfois. À l'époque de Vitacolo, on s'était dit on ne va pas aller chercher de subventions, jamais. Mais personne n'aurait le réflexe de faire ça, en fait. Mais ça nous a aidés. Et donc là, c'est de se dire, OK, il n'y a pas le temps. Donc, à chaque fois qu'on trouve quelque chose qui peut nous faire gagner du temps, il faut l'utiliser, même si ça peut paraître contre-intuitif. Mais à chaque fois, chaque filiale qu'on crée doit avoir un modèle économique parce que c'est à travers un modèle économique que tu peux payer des gens, que tu peux les payer décemment et que tu peux faire perdurer le projet dans le temps. Parce que le bénévolat, c'est sympa, mais il faut bouffer. Et donc, du coup, c'est important qu'il y ait un modèle économique. En plus, je le redis, mais ça assure une autonomie financière, une indépendance politique, et donc tu peux faire ce que tu veux. Donc, chaque filiale, elle est autonome, elle crée de l'argent, elle fait gagner de l'argent. Et donc, à Time, pour lancer cette machine, on s'est dit, il faut qu'il y ait des actionnaires. Donc, on va créer une société commerciale, mais à but non lucratif. C'est-à-dire que les actionnaires renoncent à s'enrichir, à toucher des bénéfices. Alors, pareil, ça paraît hyper contre-intuitif. Les gens vont se dire, mais personne va venir là-dedans. Bah si, Et en super. fait, si. Si. Ce qui est rigolo, c'est que on a cette croyance parfois que quelqu'un qui est très riche veut être encore plus riche. Et en fait, non, l'homme, il est multipassionnel. Il y a beaucoup de choses qui l'animent et qui le motivent dans la vie.
Et heureusement, il y a beaucoup de personnes dans le monde, une de leurs motivations, c'est aussi de faire que les gens autour d'eux aillent bien, de faire que les animaux aillent bien, que leur entourage aille bien, ou même juste de marquer l'histoire, tu vois, de se dire je veux contribuer, je veux laisser mon nom dans l'histoire. Et si je peux le faire à travers mon argent, et ben, bah, tant mieux. Donc, au final, on ne sait pas pourquoi les gens viennent investir dans Time for the Planet, mais à la limite, comme je disais tout à l'heure, on s'en fout de la mentalité. Le seul truc, c'est qu'ils ne gagneront pas de l'argent et ça, ils le savent. Et donc, on n'a pas à se poser la question de pourquoi. On a une forme de gouvernance qui nous permet vraiment d'ouvrir à n'importe qui. Parce que cette dimension qu'on donne, on ne peut pas se faire éjecter de Time for the Planet. Donc nous, on se positionne en fait entre ceux qui créent la culture, qui sont gardiens des valeurs, qui donnent la direction. Et notre rêve, c'est que dans 10 ans, Time for the Planet soit quelque chose de mondial, mais que ce soit plus nous qui dirigeons Time for the Planet. Parce que ça sera tellement ancré qu'on veut diriger comme ça que personne n'osera remettre en question les valeurs qui ont fondé Time for the Planet. Ça, c'est la vision et c'est le rêve. Je ne sais pas si on y arrivera. Mais par exemple, tu vois, quand je dis on écrit les règles et il y a la mentalité de pirate, c'est notre avocat nous a dit oui, mais on ne peut pas écrire dans les statuts qu'il y a non-distribution de dividendes parce que c'est quelque chose qui doit être décidé par l'Assemblée générale, par les actionnaires. Alors on a dit merde, donc ok, alors est-ce qu'on peut écrire une condition? On dit oui, ça on peut. Donc, très bien. Alors on va écrire que Time for the Planet ne distribuera pas de dividendes tant que l'écart de température à la surface du globe ne sera pas revenu à 0 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et donc du coup, ça met tout le monde d'accord que c'est impossible, mais au moins on a le droit de l'écrire en droit français. Et peut-être qu'un jour, il y aura un modèle juridique encore plus proche de ce qu'on voudrait faire qui nous le permettra. Et donc ça, c'est cohérent avec tout ce qu'on veut faire. Et si on le résume un petit peu, ce qui est rigolo, c'est Time en fait vient réaligner la vision de l'ingénieur qui veut améliorer l'état de l'art et changer la donne, l'entrepreneur qui lui adore se trouver une solution à un problème et plus il impacte, plus il est heureux, et celui qui a de l'argent qui veut que son argent soit bien utilisé et soit efficace. Et comme tout le monde est réaligné là-dedans, et ben, l'équipe entrepreneuriale au sein de la filiale, elle a les coups des franches, elle n'a pas besoin de gérer 30 investisseurs qui leur mettent la pression sur du court terme, etc. Nous, on est un parasol pour eux, on prend le plus de place possible et on dit, allez, go, maintenant on s'active et le plus vite possible. C'est ça qui est assez rigolo. Et donc, ça fonctionne. Pour l'instant, en 6 mois et sans communication, bah, on a alors, 1700, plus de 1700 ouais, associés. je ne sais même plus où on en est, mais plus de 1700 actionnaires, bientôt 450 000, je pense. C'est ça, C'est toi qui dois c'est avoir ça. les chiffres sous les yeux. Yes, exactement. Investis. Et on n'a pas fait de communication publique encore, pas fait de relations presse. Et donc, c'est prévu pour début juillet au niveau régional, septembre-octobre pour le niveau national et puis 2021 pour le niveau international. Ok. On va voir si ça continue ou si c'est juste un feu de paille. Mais si on a beaucoup de millions pour financer des innovations, bah, on peut peut-être réussir à faire des trucs, quoi. En changeant les règles du jeu, je trouve que c'était Einstein, alors on lui attribue beaucoup de phrases, mais il disait on ne peut pas résoudre un problème avec les règles de ceux qui les ont créés. Donc, C'est bon, clair. ok, bah, changeons les règles et puis on voit si on peut faire autrement. C'est clair. Bah, moi, je trouve que l'idée de proposer à tout le monde de devenir associé, je trouve que c'est une idée de génie en termes de communication. Parce qu'effectivement, vous n'avez pas fait de plan de communication, mais en soi, la communication, elle s'est faite toute seule. Enfin, moi, j'ai découvert Time for the Planet il y a à peu près 2 mois. J'ai vu passer sur mon fil LinkedIn quelqu'un qui avait rejoint le projet. Bah, pareil, en tant qu'associé, il avait investi une petite somme. Et du coup, forcément, ma curiosité a fait que j'ai cliqué sur le lien sur le site Time for the Planet, que je me suis intéressé à ce que vous faisiez, que j'ai vu la vidéo et que du coup, bah, forcément, j'ai cliqué sur j'agis et pareil, j'ai rejoint aussi les associés de Time for the Planet. Donc, je trouve que cette communication-là, en fait, elle est incroyable et je trouve que vous avez eu une idée génial. Je ne sais pas qui a eu l'idée entre si c'était une idée collective ou. Ouais, c'était pas mal avec Mehdi, mais c'est ce qui fait qu'on s'est retrouvés. Ah ouais, c'est vrai Ouais, que j'ai toujours pas répondu à la question comment on s'est non retrouvés. mais. Mais en gros, c'était une volonté. Tu vois, on en avait souffert un peu à l'époque de Vitacolo où on était dans le collaboratif à fond. On a voulu aller Ouais. aider ces gros organismes de colo qui nous faisaient rêver quand on était ado parce qu'il y a toute une histoire très très forte. Mm, Et ça n'a jamais pris la balle au bon. On a fourni des documents, on a voulu aider. mm. Et pour te dire, 7 ans après, quand on explique le modèle, l'autofinancement et les aides, la seule question qu'on a devant un parterre de 150 personnes, c'est comment vous faites? C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, putain, c'est trop bien, venez nous aider à mettre ça en place, ils se disaient tous, il y a un loup.
Et donc, ils ont tous cherché la petite bête, tu vois, et il n'y avait pas de petite bête. C'est vraiment ça Mmh. qu'on faisait. Et donc, du coup, quand tu sors du cadre, ça crée cette suspicion. Dans le cadre de Time, donc les actionnaires ne touchent pas de dividendes. On se dirait, ah, mais ils gagnent de l'argent autrement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a capé nos salaires de dirigeants à 4 SMIC. Et pour l'instant, on ne gagne rien et on ne sait pas du tout si on se perd un jour ou si on y arrivera. Mais c'est déjà aussi prévu. Alors du coup, il y a des gens qui se disent ah, c'est beaucoup 4 SMIC, d'autres qui se disent bah, pour un mouvement mondial, c'est rien du tout, donc c'est cohérent. Mmh. Et ils se disent ouais, mais alors, ils vont gagner de l'argent autrement. Et ben non, parce qu'on a dit c'est tout type de rémunération, donc il n'y a pas de truc. Mais il y a des gens encore qui nous cherchent tendance Ouais. oui, mais ils vont pouvoir faire payer via la société de leur belle-fille qui va, de leur belle-sœur, j'en sais rien, qui va n'importe quoi. Enfin, il faut être l'esprit torturé tu vois, pour aller chercher là. De toute Nous, on s'est pas façon, posé. de toute façon, Ouais. il y aura toujours des gens pour critiquer les gens des gens qui font. C'est des créateurs, etc., des initiatives comme ça. Ce sera toujours critiqué, en fait. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Ben, en tout cas, effectivement, le fait de dire la planète appartient à tout le monde, Time doit appartenir à tout le monde, et à partir d'1 euro, si malgré Mm, tout ce qu'on publie, tout ce qu'on communique sur le site, et tout est transparent, hein, enfin, mm. les gens le verront peut-être, mais vous avez les statuts, les décisions d'Assemblée Ah, c'est très générale, clair, c'est hyper clair. nos salaires seront affichés, enfin, on veut que tout soit transparent. Notre compte en banque, on veut l'afficher aussi, mais on se dit, à partir du moment où tout ça, ça ne suffit toujours pas pour lever les doutes, ben, le seul truc qu'on peut faire, c'est deviens actionnaire. En fait, viens vérifier de l'intérieur. Et pour lever tous les freins, c'est-à-dire à partir d'1 euro, tu peux le devenir. Et alors, on vous le dit, hein, ça coûte de l'argent d'intégrer quelqu'un qui a 1 euro. On perd de l'argent. C'est un peu contre-productif. Mais par contre, en termes de symbolique, c'est très fort. Et on s'est dit, c'était le dernier truc qu'on peut faire pour rassurer les gens. Tu vas dire, bah, viens, Mm, viens vérifier de l'intérieur. Je ne vois pas ce que je peux faire de plus, tu vois, derrière. mm. Ouais, et puis d'un point de vue technique, tout est automatisé, c'est-à-dire que bah, tu t'inscris sur le site, tu mets le montant que tu souhaites, ça génère le document, tu le signes en ligne, et puis en 3 minutes, c'est fait, quoi. Donc ça, c'est aussi fort, je trouve. Bah ouais, si on dit qu'il faut qu'il y ait de la transparence, bah, faut qu'elle s'applique à mort surtout, quoi. Puis à la moindre question qu'on nous pose, bah, on se doit de répondre. Dire ce qu'on Exactement. fait, faire ce qu'on dit. C'est ça, Et, c'est et ça. les autres associés, donc pour leur rendre carrément honneur, donc, on est allé chercher Laurent Morel et Denis Galagarcia, euh, qui au début avaient des situations c'était salarié, c'était confortable. Eux, ils faisaient de l'accompagnement de création d'entreprise, donc sur l'aspect plutôt administratif et comptable. Et le deuxième, sur l'aspect financement de l'innovation, donc accompagnement à monter des dossiers de subventions publiques. Et au début, ils n'étaient pas rassurés par notre délire, quoi. Forcément, tu te lances Hmm. là-dedans. Quand tu as des bonnes situations financières, tu ne le fais pas. Ils avaient des gamins ou ils étaient en passe d'avoir des gamins. Et ce qui a été incroyable, c'est que finalement, quand on a commencé avec Mehdi, et ben, Laurent spontanément est parti. Quand Denis l'a su, il a dit waouh, lui, il a changé tous ses modes de vie à titre même perso, quoi. Il s'est réaligné, il s'est intéressé aux problématiques sociales, écologiques, et à faire des overdoses de documentaires, tu vois, à pas être bien. Et donc voilà, ils ont quitté eux aussi des situations professionnelles un petit peu en perte de sens à leurs yeux, en fait, et voulaient dire comment je peux agir. Donc ça, c'était assez fou. À côté de ça, on est tombé sur Arthur Aubeuf. Alors Arthur, ce que j'adore, donc c'est le plus jeune de la bande, il a 26 ans, on a tous 35. Lui, moi, ce que j'adore raconter sur lui, mais parce que ça m'impressionne de fou, lui, il sait créer donc il a monté des entreprises aussi, et sa grosse spécialité, c'est de créer des grandes communautés sur les réseaux sociaux. C'est sa grande force, et du coup, faut savoir que finalement, ça se monnaie. Et donc, mais en final, il n'y avait pas tant de sens que ça. Et après, il est arrivé dans l'influence marketing. Et donc, à 25 ans, il y a une grosse boîte américaine, une grosse application qui lui propose un salaire de 8 000 euros net par mois pour devenir directeur Europe de cette application de loisirs, quoi. Si tu veux, à 25 ans, refuser ça, il n'y en a quand même pas beaucoup qui auraient dit un non. Et ben, le gars, il a dit non. Non, parce que j'ai envie de quelque chose qui a encore plus de sens. C'est un sportif, c'est un amoureux de nature. Il a fait STAPS, tu vois, il voulait aussi ça, se réaligner. Et il est tombé sur nous et il nous dit, mais est-ce que je peux vous rejoindre, quoi. Et donc cet aspect réseaux sociaux, c'était besoin pour nous parce que Carrément. on voulait devenir un mouvement citoyen mondial et on se dit, mais on va faire comment? Donc on se dit, putain, il y a un gars, il sait peut-être faire, il va nous aider. Et on C'est lui dit, top. mais pareil, tu as vu, les salaires vont être capés, tu n'arriveras jamais à retrouver ça, on va être ultra dilué, il y a pas de spéculation, quoi. C'est mort, enfin, tu ne pourras pas t'enrichir avec Time, quoi. Ouais, ouais, je sais. Mais par contre, si vous me dites qu'on fait vraiment ce que vous décrivez, qu'on va vraiment faire un truc gigantesque, je viens.
et je donnerai ma vie pour ça. On me dit, OK, vas-y, viens. Et voilà. Donc là, on se dit, OK, c'est bon, on est aligné, on va faire des trucs de taré. On a trouvé un autre taré comme nous et on va faire ça. La dernière personne en date, c'est Colline Debelle qui a monté Artips. Mhm. Et ce qui est incroyable, c'est que bah, c'est pareil, elle nous envoie un mail. Et juste à la lecture de son mail, on s'est dit, on veut travailler avec elle. On sentait déjà instinctivement qu'il y avait une espèce d'alignement des valeurs, des façons de faire, de la façon de voir les choses. Et elle aussi, à son échelle, vous irez voir, il y a des TEDx sur elle. Et ben, c'est une pirate aussi de l'entrepreneuriat. Et en fait, je pense que l'entrepreneuriat, de façon générale, c'est beaucoup de pirates, de gens qui veulent C'est clair. apporter des solutions, qui veulent pas qu'on leur dise quoi faire. Et plus on leur dit c'est pas possible, bah, plus ils vont se battre pour rendre le truc possible. Et donc voilà, Colline aussi qui nous a rejoint et c'est assez génial. Est-ce que tu penses que, alors là, c'est une question un peu plus générale, Mmh. mais est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat est la seule chose qui peut sauver le monde? Non, bien sûr que non. C'est quand on dit l'entrepreneuriat peut sauver le monde, nous on le met avec un point d'interrogation parce qu'on aime bien être provoque, mais en même temps il faut rester humble. On pense que ça peut être une énorme force dans le sens où nous on avait beaucoup d'a priori et on a découvert que tu pouvais impacter et changer la vie de personnes, de clients, d'un environnement, tu vois. Et donc en fait on s'est dit waouh, mais ce truc-là c'est hyper puissant. Et ce qu'on constatait, c'est que quand on fait les marches climat, en fait, quand on fait des manifestations, on se dit, mais on veut que ça bouge. Et puis en même temps, on a tendance à avoir un peu de mal à croire que les gens à qui on demande que ça bouge sont vraiment organisés. Je ne dis pas qu'ils ne veulent pas que ça bouge, mais par contre, ils sont peut-être plus dans des états d'esprit de je gère, c'est-à-dire que je conduis un paquebot et il faut qu'il ne tangue pas trop, il faut qu'il soit stable. Et quand tu es dans cette situation de gestion, et que ce soit pour des politiques ou peut-être pour des très grosses entreprises, euh, on n'est plus dans un processus de création, de trouver des nouvelles idées, de trouver des nouvelles règles du jeu. Et en fait, cette espèce de bloc qu'on pourrait appeler le système, alors ça veut tout et rien dire, j'aime pas trop utiliser ce mot, mais on se dit, ce truc-là, il faut qu'il change, mais en fait, c'est quelque chose de très, très stable et c'est très, très dur à faire bouger. Et en fait, nous, on voyait aussi que, putain, on coule. Donc, on fait quoi là? On continue de bouger, d'essayer de le faire bouger ou on fait le tour et on voit si on peut faire autrement. Et on se dit, bah, nous, on va faire ça. Et je pense que l'entrepreneur, c'est ça. Et donc, si le but des entrepreneurs à partir de maintenant devient de régler des problèmes environnementaux, je pense qu'il peut se passer des choses vraiment fantastiques. Et nous, on en rencontre beaucoup, beaucoup depuis 6 mois, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des entrepreneurs en quête de sens, qui refusent des ponts d'or parce que ça a plus de sens. Enfin, il y en a plein des gens comme ça. Ça peut être assez, je ne sais pas qui sont tes auditeurs, tu vois, mais ça peut être assez contre-intuitif de se dire, ouais, mais alors les entrepreneurs, ils veulent pas sauver le monde, ils veulent s'enrichir. Non, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Mmh. Et potentiellement, d'ailleurs, c'est même pas antinomique, tu vois, de façon générale. Mais Non, mais c'est l'entrepreneur, clair. voilà, crée des nouvelles règles du jeu. Par contre, le monde, s'il peut être sauvé, alors quand on dit le monde ou la planète, hein, on est bien d'accord, c'est le vivant, donc le végétal, la faune, la flore, et les habitants. La Terre en tant que telle, elle tiendra, il n'y a pas de problème, on est bien d'accord. Mais nous, on veut sauver tout ça. Et, et du coup, c'est aussi parce qu'il va y avoir des changements au niveau de l'éducation, qu'il va y avoir des changements au niveau de la réglementation, qu'il va y avoir des changements au niveau des projets de résilience, des projets locaux. C'est l'ensemble de tout ça. Mais on Mmh. pense que l'entrepreneuriat peut foutre des gros coups de pied et des gros coups de boost. C'est juste ça. Et que c'est complémentaire avec tout le reste. Mmh. Et nous, on ne prône pas du tout d'opposition, quoi que ce soit. C'est à partir de maintenant, on en a marre de se fatiguer à râler sur il fait pas ceci, il fait ça pas bien, Mmh. il a pas fait ça, il a machin. Oui, on le sait, on est conscient, mais par contre, tout ce qui va dans le mieux, il faut le prendre, il faut le valoriser, il faut l'encourager. Il faut donner envie à tous les gens qui savent pas trop quoi faire, qui sont plus justement dans des mécanismes de gestion, de dire vas-y, fais le pas, saute, vas-y, réglemente, vas-y, fais. Le monde avec des nouvelles règles, il est possible, on te le démontre là. C'est comme C'est ça clair. que je Je vois suis l'entrepreneuriat. je suis totalement de cet avis. Et pour, revenir à Time for the Planet, quelles sont les prochaines échéances, prochaines étapes, pour Time? Ouais. En gros, quand Time commence avec une première conférence publique en décembre, on se Oui. dit on a deux types d'investisseurs. Alors, ce que j'appelle investisseur, quand je vais utiliser le mot, c'est un citoyen ou une citoyenne, mais qui a des moyens financiers supérieurs à la normale. Et donc, il peut foutre des gros tickets et faire avancer la machine d'un coup.
Et il y avait deux types de réactions. C'était soit oh, les gars, c'est génial votre projet et c'est bon, je signe les premiers chèques. Ou alors c'était les gars, c'est génial, mais je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui sont prêts à vous suivre dans ce truc. Je ne peux pas croire que des gens sont prêts à investir pour la planète et pas pour eux-mêmes, financièrement parlant. Donc ça nous gonflait parce qu'on n'arrivait pas à parler suffisamment du fond avec eux. Et donc en décembre, première conférence publique, on a près de 200 personnes. Alors on ne sait même pas d'où ils sont sortis, c'était pas nos potes, hein, mais c'est des gens, il y a un bouche-oreille de fou qui s'est passé. Et du coup, on se dit, ok, bah voilà, on en est là et on va se lancer le délire d'aller chercher 300 000 balles en 3 mois. Puis on verra. C'était un peu notre POC, notre proof of concept, de se dire, bah voilà, puis peut-être que ça ne marchera pas et dans ce cas, il faudra qu'on arrête ou qu'on. Et en fait, c'est allé tellement vite, les 150 premiers actionnaires, notre forme juridique à l'époque nous contraignait sur 150 actionnaires, que du coup, on a arrêté d'encaisser l'argent, on avait tout mis de côté, on a trouvé une autre forme juridique qui nous permettait de grossir, mais les gens, bah, ils arrivaient et ils s'engageaient à devenir actionnaires, aucune contrainte juridique, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, dans les 1700, il y en a, ils n'ont pas encore souscrit, mais ils sont de moins en moins nombreux. Mais ce qui est rigolo, c'est de se dire, on tente ce truc-là et aujourd'hui, bah voilà, on est à 1700 et 450 000. Alors, en très grosse majorité, hein, il y a une toute petite partie encore, c'est que des promesses, mais c'est minoritaire. Et attends, je suis en train de perdre. Oui, les prochaines étapes. Donc là, finalement, on vient de prouver ces derniers mois que ça, c'est possible. Et là, maintenant, on va faire des lancements avec entre guillemets, des grands noms, avec de la presse, avec de la télé, avec de la radio. Donc ça, c'est les prochaines étapes des 6 prochains mois. Et le but maintenant, c'est d'aller chercher 5 millions parce qu'avec 5 millions, on pourra financer 2-3 premières créations d'entreprises. Si on lance ces 2-3 premières entreprises avec 50 000 balles ou 100 000 balles chacune, en fait, on sait qu'on les envoie au casse-pipe. Et potentiellement aussi, du coup, tout se pète la gueule parce que oui, Time, c'est pas sérieux, ils envoient les mecs au casse-pipe. Donc, on peut pas se louper. C'est Donc, clair. on est obligé de se dire, oui, on attend ça. Et il y a plein de gens qui disent, oui, mais il n'y a pas besoin de ça pour créer. Oui, on est bien conscient. Mais par contre, on sait pourquoi on le fait. Et c'est ça l'explication. C'est qu'il faut qu'elles réussissent. Il faut qu'on leur donne tous les moyens de réussir. Donc, on sait que plus il y aura d'argent, plus il y aura de chances qu'elles réussissent. Il faut minimiser le risque, en fait, finalement. Et donc, voilà, c'est ça les next steps. C'est aller chercher 5 millions pour financer 2-3 entreprises. OK, très bien. Et puis, justement, organisation d'événements aussi pour sensibiliser, pour communiquer sur le projet aussi. Comme, alors Ouais. la prochaine conf, Tout à fait. c'est le 8 juillet, c'est ça? Alors, le 8 juillet, on fait ce qu'on appelle, alors c'est le lancement régional, mais c'est presque notre conclusion nationale, c'est notre Ouais. au revoir au milieu lyonnais. Mais du coup, on a des grands noms de l'entrepreneuriat lyonnais, chez les hommes, chez les femmes. Bah, entre guillemets, vont faire leur coming out de on a rejoint Time for the Planet. Et on compte un petit peu sur le jeu de la contagion sociale. C'est-à-dire que quand tu as des leaders d'opinion et dans les sphères entrepreneuriales qui disent je rejoins et voilà les raisons, et que nous, derrière, on est capable d'illustrer avec des ingénieurs qui ont des choses géniales à financer, on se dit, ben, si c'est cohérent, normalement, il y a sans doute plein de gens qui vont se dire ok, ça a l'air sérieux parce que ces gens-là y sont, il faut que j'y aille. Et donc, finalement, on va gagner du temps pour faire le tour des popotes lyonnaises. Et derrière, c'est pour avoir une première marche pour aller voir au niveau national et dire au niveau national, bah oui, Time, c'est sérieux, regardez ce qu'on a fait à l'échelle juste de Lyon en quelques mois et sans communication. Donc Mmh. maintenant, on vient communiquer au niveau national pour que Time devienne pas un petit projet lyonnais, mais un grand projet national. Et l'étape d'après, c'est déjà l'Europe et le monde entier. Carrément. Il faut, si tu veux, à l'époque, tu vois, moi, quand je suis arrivé, tu vois, mon parcours quand même, à l'époque, je disais les entreprises, ça crée le mal et c'est pas bien, il faut rester petit, etc. Aujourd'hui, j'ai poussé pour dire non, on va communiquer sur le fait qu'on va être un mouvement mondial, citoyen et qu'on va aller chercher 1 milliard d'euros. Alors, 1 milliard d'euros, ça paraît délirant et en même temps, à l'échelle d'une transition écologique, c'est absolument ridicule. Et donc, du coup, on aurait pu dire, ah oui, on va aller chercher 50 millions. Ouais, là, c'était réaliste, mais 50 millions, est-ce que tu impactes? Non, tu t'impactes pas avec 50 millions. Donc, la route sera longue et on y arrivera, on n'y arrivera pas. Ce n'est pas la question. On va faire plein de choses d'ici le fait qu'on arrivera à 1 milliard. Et c'est ça qui est rigolo. Et plus on met une barre haute, plus on a de chance d'arriver pas trop loin de cette barre haute. Alors, si tu mets une barre basse, ok, tu peux l'atteindre, mais au final, tu impactes moins. Et là, l'enjeu, de nouveau, on n'a pas le temps. Donc, il faut qu'on se donne le maximum de chance et qu'on impacte le plus possible. Et le boulot de Time, c'est de trouver des gens qui ont des innovations, high-tech, low-tech, no-tech, des innovations de service. Ça peut être trouvé, il faut trouver des énormes entrepreneurs qui cherchent du sens et qui savent déjà faire, donc qui vont nous permettre de gagner du temps pour accompagner notre fameux ingénieur. Et
des gens qui ont beaucoup d'argent à financer et qui veulent que leur argent soit impactant au maximum. Et ces gens-là, ces 3 types de personnes, ils peuvent être absolument partout dans le monde entier. Et la nécessité aussi d'être un mouvement citoyen, donc il y a des gens qui arrivent aussi avec des plus petites sommes, et ben ça va créer une dialectique. Une dialectique, quand on va aller voir ces gens-là et qu'on leur dit, bah voilà, on a 10 000 citoyens actionnaires, et c'est déjà le cas, c'est-à-dire que c'est parce qu'on a déjà que les autres ils regardent, oula, c'est qui ces types-là? Visiblement, ils ont un truc qu'on comprend pas trop, mais ils sont capables d'être dans l'exécution et de faire des trucs pas possibles. Donc plus il y en aura, plus ça sera facile de parler à ces gens-là et de les convaincre. Et inversement, plus le citoyen se rendra compte aussi qu'on doit collaborer avec des gens dont on avait l'image de se dire mais ces gens-là, c'est pas le monde qu'on veut. Oui, mais eux, ils peuvent apporter quelque chose aussi au projet. Donc, ils vont faire leur part du colibri aussi. Et eux, ce sera l'argent et les réseaux. Et on va tous coopérer l'un à l'autre. Donc, à Time for the Planet, on dépose les armes et on se met d'accord que le truc, c'est le réchauffement climatique au sein de Time for the Planet. Puis après, on se reprend la tête à côté, il n'y a pas de problème. Mais chez Time, on rassemble. C'est ça notre message. Très bien. Bah, dans tous les cas, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller sur Time for the Planet et puis à devenir associé, à rejoindre le mouvement. C'est quand même, c'est des sujets extrêmement, extrêmement importants. On passe à une autre phase de l'épisode qui est post-Covid, forcément. Ouais. Comment s'est passé le confinement d'un point de vue personnel, mais aussi business? Yes. Alors, je vais me permettre de parler du bar et de Time ou tu veux que je parle que d'un ou d'aucun De ou c'est tout. personnel? Ok, ok. Ouais. Alors, du coup, moi, donc, j'étais un bar-restaurant, hein, et donc le samedi soir, j'étais en plein service avec mon équipe. Et tout d'un coup, les clients s'excitent autour de 20h, 21h. Ouais, comment vous allez faire? Vous allez fermer? Vous devez fermer ce soir à minuit. Alors, nous, on se faisait exploser. On ne comprenait pas ce qu'ils nous racontaient les gens. Donc, il y avait eu la fameuse allocution disant que les bars allaient fermer. Donc, tu te prends une petite claque, mais tu n'as pas trop le temps de réaliser. Et puis, c'est le lendemain, quand tu viens vider les frigos, de partager ça pour que ça ne pourrisse pas, que tu commences à prendre conscience. Et moi, j'ai vraiment pas bien vécu les 2 premières semaines. J'étais vraiment pas dans mon assiette, à me dire, bah voilà, j'ai 5 salariés, il faut pas que ça se pète la gueule. Je suis responsable d'eux, il faut que je leur Mm. trouve des salaires et comment on va faire. Donc là-dessus, pour le coup, il y a eu vraiment des dispositifs qui ont été qu'on peut pas critiquer quoi, pour le coup, qui ont sauvé, qui ont vraiment, vraiment limité la casse pour nous. Ce qui m'inquiétait le plus finalement, c'était la reprise, c'était de me dire waouh, si j'ai le droit d'ouvrir le bar, mais qu'avec une table sur deux, je suis mort. Parce que du coup, tout le monde doit travailler pour servir 30 clients, mais par contre, j'ai pas les ressources financières pour les payer. Donc ça, c'était inquiétant. Donc, on avait très, très peur de ça. On limite la casse. La vie sociale française se retrouve dans les bars et les restaurants. Donc, après 2 mois de confinement, heureusement, les gens ils avaient besoin de se retrouver. Donc, on en souffre un petit peu, c'est pas comme avant, mais ça va, ça limite la casse. Il faut pas que ça dure trop longtemps. Donc ça, c'est sur l'aspect au niveau du bar. Et sur l'aspect personnel, ouais, 2 semaines où j'étais pas bien. Et on a fait un truc pareil, un peu bizarre. Notre bar était sous le signe de la rencontre et des interactions entre les gens. Il y a un esprit très, très ouvert et très accueillant. Et en fait, on a créé un serveur Discord de l'Athénium. Ah. Donc, il faut s'imaginer que c'est un chat écrit Mm. et oral. Et on a recréé la vie d'Athénium de façon délocalisée. Trop Tu avais cool. un système de table où tu pouvais donner rendez-vous à tes potes et puis juste tchatcher ou faire des jeux en ligne à côté. Et voilà, il y avait un chat général où des gens se rencontraient. Et ce qui était incroyable, c'est Super. qu'on a eu des gens qui n'étaient pas clients de l'Athénium, qui sont devenus des stars sur le Discord. Et quand on a réouvert, on avait nos habitués, nos anciens qui étaient là-dedans et qui disaient ah mais c'est qui, parce que c'est des pseudos, mais Ouais. c'est qui Trucmuche, c'est qui le grand Schtroumpf, ah bah tiens, moi qui connaissais un petit peu plus, je dis bah tiens c'est lui et tout, ah, machin. Donc ça recrée cette vie, elle s'était Super. prolongée comme ça de façon dématérialisée. Et il y a des gens qui n'étaient jamais venus dans le bar, qui adoraient venir sur le Discord et qui du coup sont venus dans le bar pour la première fois et ont rencontré les gens. Voilà, c'est Ok. anecdotique, c'est 3-4 personnes, mais voilà, moi je retiens C'est trop ça cool. finalement de cette aventure. Et une fois que ça a commencé à se lancer, on a recréé voilà, des quiz, des blind tests, des animations qui a eu cette vie délocalisée sans les bières. Et j'étais apaisé et j'ai pu me reconcentrer vraiment sur Time, alors que mes potes ont vraiment fait, eux, depuis le début, un énorme boulot de création de contenu. On a pris du temps pour créer le site, la deuxième version, parce qu'avant, on avait juste une page d'accueil. Ah oui, c'est rigolo aussi, ça, c'est de se dire que
les 300 000 balles, les premiers, c'était juste avec une page d'accueil, quoi, et un formulaire. Et en fait, maintenant, il y a énormément de contenu. Tout ce qu'on a dans notre tête, on a pris le temps de le poser. Donc ça a été génial au niveau de time. On a un peu plus de temps, on ne court pas entre deux rendez-vous. Et même si on a autant de rendez-vous, il n'y a pas les temps de trajet. Donc on était beaucoup plus efficace. Donc, on a créé beaucoup de contenu. On a fait des visios. Donc on a fait nos conférences où au début, elles étaient physiques. Mais on s'est dit, c'est cool, on peut avoir 250 personnes, mais de toute la France, pas besoin qu'elles soient à Lyon. Et donc on n'a pas besoin de se déplacer, de trouver des salles, etc. C'est ce qu'on avait commencé à faire. Ça, c'était chouette, c'était une super opportunité. Les gens, on a senti qu'ils ont pris beaucoup plus de temps pour écouter, voir de nouvelles choses. Ils étaient hyper ouverts via LinkedIn, par exemple, à la rencontre, à dire venez, on se parle, ouais, on se parle, on se fait des visios, etc. Ça, c'était une super opportunité. On a vraiment adoré. Donc, impact positif, négatif pour Time, je ne saurais pas dire. Plutôt positif, du coup, aussi. Ok. Très bien. On arrive à la fin de l'épisode. Il me reste 2 questions à te poser. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée? Waouh. Non, là, comme ça, à chaud, à froid, je sais pas du tout. Je suis désolé. Non, c'est bien. Ça veut dire que Donc, j'ai bien fait tu mon… peux en reprendre, qui sont issus des autres, mais non, je sais pas trop. Ouais. Très bien. Et ma dernière, c'est as-tu des entrepreneurs à me conseiller pour des prochains épisodes? Est-ce que je peux me repréciser parce que j'ai oublié, pardon, le thème, parce que peut-être en fonction du thème, je t'en recommanderai Le, certains ou le d'autres. thème, c'est l'entrepreneuriat au sens large du terme, donc peu importe en fait. Ok. Moi, je te conseillerais, elles ont des histoires rigolotes à raconter. C'est Marion et Bérangère qui ont monté Trafalgar, maison de portrait à Lyon. Ok. C'est 2 femmes assez talentueuses qui étaient de nouveau pas destinées à faire de l'entrepreneuriat, mais qui ont dit ok, j'y vais. Et puis ensuite, voilà, elles ont dû apprendre. Ça, c'est un projet que je trouve chouette. Qui m'impressionne et que j'aime beaucoup? Oh, franchement, il y en a de plus en plus, des gens qui veulent impacter, qui veulent faire des trucs avec des belles valeurs. Ouais, je suis désolé, à froid, pareil, je dirais Mohamed Younous. Si tu arrives à avoir Mohamed Younous à faire une interview en anglais de lui, je trouverais ça très très fort de ta part. Sur le social business. Ouais, sur le social business, ouais, c'est vraiment. Carrément. Ouais. Carrément. Repose d'autres questions, il y a peut-être des noms qui vont me revenir. C'était ma dernière question. C'est la toute dernière. Bon, C'était la toute désolé. dernière. Ah non, mais c'est très bien déjà. C'est très bien. Je te remercie, Nicolas, pour cet échange. C'était très intéressant, très inspirant sur des sujets qui sont encore plus d'actualité en ce moment. Donc, je te remercie pour ça. Et puis… J'ai envie de renvoyer à des youtubeurs qui font de la vulgarisation. Est-ce que tu peux… Ça, c'est un truc qui peut plaire en source d'inspiration. Je sais pas. Vas-y, Tu as le carrément. droit de me dire non, je me laisserai Ah tranquille. non, mais vas-y. Nous, on a énormément appris et refait tout un background, on va dire scientifique, alors économique peut-être un petit peu aussi sur des points de détail, mais le youtubeur Eureka qui fait de la vulgarisation économique et financière, c'est absolument passionnant sur comment est-ce qu'on peut trouver des nouvelles règles du jeu économique pour changer de monde un petit peu. Je trouve qu'il y a des choses très inspirantes, c'est très objectif aussi. Ça, c'est très chouette. Dirty Biology sur les notions d'évolution, parce qu'il y a aussi une vidéo qui est absolument géniale, c'est les évolutions d'innovation, les innovations scientifiques. Pourquoi est-ce que nos toilettes ne sont pas pareilles partout dans toutes les régions du monde? Pourquoi le clavier AZERTY, QWERTY est pas le plus efficace, mais pourquoi c'est celui-là qu'on utilise? Enfin, il y a des choses comme ça qui sont passionnantes. Il y a une vidéo qui est dédiée à ça. Et puis, le réveilleur. Le réveilleur, alors c'est assez pointu, mais c'est très chouette quoi, sur les notions de transition, d'énergie, très très inspirant. Ça, c'est 3 youtubeurs qui nous ont beaucoup aidés. Enfin, alors, pas eux personnellement, parce qu'on a fait juste regarder leurs vidéos, mais du coup, sur je leur lance une contenu. bouteille aussi si on rêverait de les rencontrer et de discuter avec eux. Très bien. Le message est passé. Donc, merci Nicolas pour cet échange. Et puis, bientôt sur Serial Entrepreneur et puis sur Time for the Planet ou dans ton bar à Lyon. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup François. Puis j'espère que tu continueras à faire ça et que ça pourra inspirer plein de gens. Il y a besoin de gens comme toi aussi qui essaiment.
Carrément. Merci. Ciao.